Donc, Marcel va partager avec nous son expérience par rapport à la levée de fonds, sachant que Marcel est un éminent savant de la levée de fonds du Business Angel européen depuis des lustres. Donc, c'est le panoramix de la levée des fonds. Donc, je te donne le micro, Marcel, et à toi la parole. Tu as tous nos mentors et participants qui sont dans la salle. Tu as une vingtaine de participants, plus une bonne dizaine de mentors qui vont tous profiter de ton partage d'expérience aujourd'hui ensemble. Encore une fois, Super. merci. Merci Karim, merci Nour. Salam, bonjour, good morning to everybody. Je m'appelle Marcel Dridge, je suis algérien comme Karim l'a bien précisé. Je suis très 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 honoré d'être parmi vous. À la base, je pense qu'avec mes amis entrepreneurs et entrepreneuses, je partage beaucoup la culture et le background parce que j'étais moi-même entrepreneur, serial entrepreneur, où j'ai ramené beaucoup de startups américaines de la West Coast des États-Unis et qui ont été ou rachetées par les grands groupes comme Lucent, comme Alcatel, comme Cisco récemment, où j'ai fait une startup en Wi-Fi en 2001 et que ça a été racheté par Cisco en 2005. Et Cisco m'ont gardé pour faire du M&A à l'intérieur de Cisco jusqu'en 2013. Mon point fort, c'est plutôt du mentorat, business development à l'international. Je suis business angel depuis 2013 dans un super groupe qui est à Sophia Antipolis, à côté de Nice. Et où nous, on est à peu près 40 membres et ça existe depuis 20 ans. Donc, l'année prochaine, en 2022, on va fêter nos 20 ans, sous l'égide du sénateur Pierre Lafitte, qui vient de décéder à 98 ans. En fait, Sophia Antipolis, c'est l'un des plus grands science parks scientifiques en Europe, en dehors de Cambridge, en Angleterre. À titre personnel, j'étais investisseur avec eux et puis je suis passé 2 fois président pendant 2 ans. Donc, j'ai ramené un tout petit peu ma touche internationale parce que je développais beaucoup de réseaux internationaux. J'ai formé le Moroccan Business Angel Network au Maroc avec l'égide du ministère des Finances. J'ai fait Flat Six Lab et récemment, je viens juste de lancer un nouveau Business Angel Club qui s'appelle le Maghreb Diaspora Business Angel avec mon ami Norman Ferry, qui est l'ancien ministre des Télécoms tunisien, et Samir, qui est de Casablanca, un copain marocain, et sous l'égide de IBAN. Donc, je suis dans le board de la Fédération européenne. Ça va en français, en anglais, ça va, Karim, je continue? En français, c'est Oui, bon? c'est cool. C'est cool, Oui, c'est cool. sans problème. C'est très bien. Je suis investisseur à titre personnel dans mes heures perdues. J'ai fait à peu près une vingtaine d'investissements. Jusqu'à présent, il y en a un super exit que j'ai fait à 3 ans. Donc, c'était du AI, les prémices de AI, et maintenant on est en plein sujet du AI, qui s'appelait Cyberflow Analytics, dans le domaine de la cybersécurité, où on préemptait les attaques à travers tout un algorithme et une session très intelligente pour voir les attaques par rapport à un algorithme très très précis qu'on a vendu à Webroot aux États-Unis. Et puis là, bientôt, je crois que j'aurai 3 cette année, Inch'Allah. Je suis très, 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 très fidèle au poste pour aider l'Algérie. En tant qu'Algérien, je suis né en Algérie, je suis britannique et je vis dans le sud de la France. Voilà, je suis papa de 4 enfants et je commence un tout petit peu à comprendre les aléas et les défis de l'entrepreneur. Donc, je suis là vraiment pour partager mon expérience et dire qu'est-ce qu'on attend parce qu'il y a un business angel comme Sophia Business Angel ou même Casbah Business Angel de mon ami Yassine Rahmoun, que j'ai beaucoup travaillé avec. Qu'est-ce qu'on attend d'un entrepreneur et surtout lorsqu'il vient pitcher, lorsqu'il est investment ready, de pitcher devant un groupe d'investisseurs. Qu'est-ce qu'on attend? Quelles sont les tendances et quels sont un tout petit peu les critères de choix, surtout lorsque vous êtes en early stage, comme vous. Alors, donc, je vous donne un tout petit peu des trucs qui ont été faits par Harvard Business School. Je crois que vous avez vu déjà cette donnée de nos chers amis de Branco, mais j'aime bien un tout petit peu, de temps en temps, vous faire réfléchir que même si vous êtes un assidu entrepreneur et que vous avez de l'ambition, et je vous encourage à être résilient et ne jamais baisser les bras, à la fin de la journée, ça, c'était l'histoire de la Silicon Valley et la data sur Cambridge, Oxford, à l'échelle mondiale. On dit que 75% de startups fail parce que nous, lorsqu'on investit, vraiment 75% du temps, notre chèque, il part à la poubelle. Donc, gardez ça en tête. 50%
des startups en général arrivent à rester résilients et carrément vivants en activité après 5 ans en moyenne. Voilà les grosses statistiques que la chose intéressante, lorsqu'ils rentraient dans le détail de la chose, pourquoi c'est 75% des startups qui failent, c'est quoi la raison derrière tout ça? Et une des choses qui est très, très importante, c'est la première. Au fait, un entrepreneur a une idée dans la cuisine, dans la salle de bain ou comme moi, là où je suis à la plage, et j'ai une idée, mais au fait, je n'ai pas réfléchi, est-ce que vraiment il y a un marché pour cette idée-là? Parce que des fois, l'entrepreneur, où il est PhD dans un laboratoire, ou c'est un scientifique, il est passionné par quelque chose, et malheureusement, une très bonne idée, ça ne veut pas dire qu'il y a un marché. Donc, restez vraiment focalisé là-dessus. Et lorsque j'ai dit 50% restent après 5 ans en vie, en général, c'est une histoire de cash burn-out. Et je vous expliquerai un tout petit peu plus tard le comment et le pourquoi de la chose. Une chose aussi qui est sûre, je n'ai pas investi dans beaucoup de startups parce que l'équipe elle-même n'était pas cohérente, n'était pas complémentaire l'un de l'autre. En général, l'entrepreneur, des fois, il vient avec ses idées préconçues et il dit, je vais faire du CFO, du CMO, du CTO, c'est moi mon idée à moi et je garde tout ça pour moi et je vais avancer. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment être humble, down to earth et essayer d'expliquer un tout petit peu, être franc vis-à-vis de soi-même et de dire que peut-être je suis un excellent business developer ou je suis un super scientifique, mais je suis nul en commerce tout court ou en finance. Donc, voilà un peu sur la partie team. Et la chose aussi que je vois tout le temps, c'est le côté compétition. C'est-à-dire que des fois, on perd tellement de temps à essayer de faire la propriété intellectuelle, des patents, etc. On perd beaucoup de temps. Et puis, tout d'un coup, il y a un concurrent qui sort de nulle part. Ou peut-être qu'on n'a pas fait vraiment une competitive analysis qui vaut la peine et qu'il faut rentrer dans le détail. Et des fois aussi, c'est le prix, la stratégie du pricing qui peut être un tout petit peu en cause. Mais en général, moi, je regarderais plutôt les 3 premières. Hein. C'est le market need. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important à réfléchir. La discipline du cash. Hein. Lorsqu'un investisseur d'un business angel ou d'un VC qui vient vous donner de l'argent, il y a toute une discipline financière justement pour être prêt par rapport aux commandes, par rapport aux revenus, qui va balancer un peu le cash flow et ne pas rentrer dans un cycle désespéré qui a plus de cash. Et l'équipe, en général. Ça, je crois que vous avez vu cette slide en général. Hein. Nous, on est en train de parler, là où vous êtes chez Branco, au niveau workshop de la première partie. Hein. Vous êtes plutôt dans le contexte, vous allez parler à un angel. Moi, je me considère, au-delà d'être investisseur, j'ai beaucoup de sympathie pour le Fools, Friends and Family. C'est l'entrepreneur qui est sorti, qui a une idée brillante, mais qui n'est pas encore en mode startup. J'appelle ça l'ideation. Je le challenge en général avant qu'il parle de seed, de capital ou qu'il parle d'un investissement. J'essaie de le challenger un tout petit peu. Je lui dis, au fait, dis-moi, toi, à titre personnel, combien d'argent tu as mis dans ta boîte? Est-ce que tu as mouillé ta chemise? Est-ce que tu as cassé ta tirelire? Est-ce qu'il y a des amis? Est-ce qu'il y a papa, maman? Ou est-ce que a bunch of friends? Est-ce qu'ils ont mis des sous là-dedans? Moi, j'aime bien vraiment, et aussi un tout petit peu de sweat equity. Hein, ça, c'est la sueur personnelle qui a été mise avant qu'il vienne me parler en tant qu'investisseur. Après, la partie early stage, later stage, IPO, je le souhaite à tout le monde. Il y a pas mal de belles histoires jusqu'à faire une licorne, hein, comme on dit chez nous. C'est carrément le rêve de n'importe quel entrepreneur. Mais pour le moment, là où vous êtes, on va se concentrer sur la partie seed capital, early stage. Et c'est là où je peux vous donner quelques idées, quelques cibles, etc. Et comment vous allez pouvoir vous différencier par rapport à un dossier. Nous, on reçoit en moyenne 50 dossiers par semaine. Et on traite à peu près entre 3 et 4 par mois. Donc, vous pouvez voir que c'est assez compétitif. Donc, il faut absolument que le killer pitch, je pense avec l'équipe de Branco, le temps du workshop, la partie killer pitch, et j'ai vu que ma copine Audra Chalal, qui est dans le board de IBAN avec moi, va être parmi vous. Et vous allez voir qu'elle a beaucoup de petites subtilités à vous donner un coup de main là-dessus. Donc, moi, à titre personnel, je prends un peu de recul et je dis, il y a quelqu'un qui va venir pitcher devant moi, où je lui donne l'opportunité de venir pitcher de notre groupe. On a à peu près 3 pitchs internationaux chez Sophia Business Angel à Nice. Et chaque mois, il y a du scale-up pitching chez IBAN
qui est basée, la Fédération européenne qui est basée à Bruxelles. Et voilà grosso modo les quelques points que vous devez garder en tête. Est-ce que cette équipe qui est en face de moi, qui est en train de pitcher, est capable de me faire du ROI? Est-ce que c'est sur 3 ans? Est-ce que sur ces 5 ans? Est-ce que potentiellement, je peux les aider au-delà du mentorat à avoir une stratégie M&A? Qui sont la liste des suspects d'un rachat? Est-ce que cette technologie peut être complémentaire à quelqu'un d'autre que je connais dans mon environnement? Je regarde aussi une équipe qui est capable, même s'ils ont fait une bêtise de stratégie commerciale ou de produit, est-ce qu'ils sont capables à faire un pivot? Un pivot, le pivot, c'est carrément quelqu'un qui a dit, au fait, on était persuadé que c'était du télécom ou de l'entreprise ou peut-être du B2B ou du B2C et on s'est complètement gouré parce qu'à la fin de la journée, c'était peut-être de l'alliance au système d'intégration ou peut-être du white labeling en OEM pour des grands constructeurs. Quelle que soit la raison, si une équipe est capable de pivoter, moi, franchement, j'ai investi dans 2 ou 3 boîtes comme ça et ça marche très, très bien. La partie prototype, c'est bien sûr jamais un investisseur averti va mettre de l'argent comme ça parce que vous faites la plupart des business angels, c'est comme moi ou c'est des serial entrepreneurs qui ont travaillé dans des grands groupes et qui ont gagné leur vie très durement. Donc, qui ont une famille, qui ont une stratégie financière pour la famille, etc., à la retraite. Et je ne pense pas que ce serait cool à mettre un chèque dans une équipe qui, dès le début, n'a pas vraiment ni un prototype, ni une stratégie produit qui tient la route. Ça, c'est clair, net et précis. Je disais tout à l'heure, l'équipe qui a mis quelques savings, un compte d'épargne, qui ont mis un peu de sueur là-dedans, moi, franchement, à mes yeux, c'est toujours la chose la plus importante parce qu'un entrepreneur est devant moi. Parce que dans les années 90, je sais que parmi vous, moi, je suis ancienne génération, donc j'ai eu la chance de faire Internet 1.0 et je suis dans l'Internet 4.0 et bientôt dans 10.0. C'était une chance. Donc, j'ai vu toute la partie qui a changé. Mais dans les années 90, il fallait juste avoir une slide, une belle tchatch et il y avait de l'argent devant vous. Aujourd'hui, au-delà du Covid, la stratégie d'un investisseur a complètement changé. Donc, parmi les temps qui courent, il faut absolument affûter votre pitch, afficher votre storytelling. Il faut absolument que ces éléments-là sortent très fort. La partie addressable market. Moi, je dis aux Algériens, aux Tunisiens, aux Marocains, la phrase la plus importante, j'ai mon ami Candace Johnson qui me dit « Think global. Please think global. » Ne restez pas dans le contexte national ou régional. Ça, c'est le côté local. Vous devez absolument tester le marché algérien par rapport à une idée, par rapport à un marché. Il n'y a aucun souci, continuez de le faire. Mais si un entrepreneur vient et qui a une ambition mondiale, en commençant par le Maghreb, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, et puis à titre mondial à travers l'Asie et compagnie, il faut absolument que dès le début, vous avez une stratégie globale. Si c'est l'Afrique, why not? Si c'est le Maghreb, why not? Mais j'entends tout le temps de mes amis tunisiens, algériens. Oui, j'ai une idée parce que j'ai un problématique algéro-algérienne. Je me dis why not? Je dis pourquoi pas? Mais il faut absolument que vous pensez un tout petit peu dans l'ambition de la région du Maghreb et au-delà et l'Afrique. L'Afrique en elle-même, il y a plein de marchés là-dedans. Moi, à titre personnel, dans la partie AI, l'intelligence artificielle, j'aime bien la partie IP, la propriété intellectuelle. Si vous pouvez faire, je ne sais pas dans le workshop si c'est prévu ou pas, mais une petite session sur la propriété intellectuelle, ça peut vous donner beaucoup d'idées. Est-ce que c'est bien de l'avoir? Est-ce que c'est pas bien de l'avoir? Mais en général, ici en Europe ou à l'international, la partie IP va vous donner une valeur beaucoup plus importante que la partie cash flow. Donc, il faut absolument que vous pensez très bien à la partie IP strategy. Des fois, les gens perdent beaucoup de temps à essayer de le faire et le marché a changé. Et des fois, c'est dans l'autre sens. Donc, il faut trouver un peu le juste milieu.
Moi, à titre personnel, voilà un peu les grandes lignes chez SBA, chez Sophia Business Angel et chez IBAN. C'est AI, robotics, l'énergie, tout ce qui est sustainable, space tech. Candace Johnson, qui est membre de IBAN, on l'appelle Miss Space Tech Lady. C'est elle qui a mis le plus grand satellite, le plus grand réseau mondial de satellites dans le monde, donc Eutelsat et compagnie. Aujourd'hui, elle fait partie de IBAN. La science, MedTech, tout ce qui est biotech, tout ce qui est digital health, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Et s'il vous plaît, la partie recherche et la partie incubation, je suis là en tant que mentor. Mentorat, vous pouvez trouver toujours, si vous êtes au niveau research, au niveau incubation, il y a des programmes spéciaux pour vous. Mais un investisseur en général, il va vous écouter. Why not pour vous donner un coup de main, un mentorat. Mais si vous n'êtes pas vraiment dans le early stage avec un prototype, avec un MVP, un minimum viable plan ou projet, en général, les clubs de business angel vont essayer un tout peu de vous éviter en vous disant vous n'êtes pas prêt. Donc, essayez de penser à ça. Et puis, la partie scaling, elle est très importante. Je regarde la plus grande problématique qu'une startup peut avoir, c'est la partie revenue flow, la partie monétisable. Ils ont l'idée, ils ont le price peut-être, ils ont le produit, mais au niveau revenu, pour aller jusqu'au scale-up, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Et je dis c'est dommage parce que des fois, on voit beaucoup de startups qui ne sont pas prêtes au niveau revenu, qui viennent nous voir et qui disent, en fait, j'ai le ministère de la Défense ou le ministère de ceci qui a signé une LOI ou un Memorandum of Understanding, et c'est bien, je dis, je les encourage, mais de plus en plus aujourd'hui, franchement, n'importe quel business angel, il veut avoir un tout petit peu de revenus. Et nous montrer surtout la partie forecast, la partie comment vous allez pouvoir 1 an, 2 ans, 3 ans, doubler le business tous les années. Et ça, il faut absolument que vous soyez très sensible à ça et travailler ce sujet-là sur la partie forecasting. Et autre chose aussi que je dis aux entrepreneurs, des fois, l'entrepreneur regarde l'investisseur comme si c'était le bon Dieu, excusez-moi ma terminologie, mais je dis attention, c'est à vous aussi, il y a des droits et des devoirs. L'entrepreneur doit aussi challenger un business angel. Donc moi, je dis à l'entrepreneur, il faut aussi que vous demandez à un business angel de faire un pitch devant vous. Pourquoi vous allez choisir n'importe qui? Donc faites votre travail, à savoir, donc attendez d'un business angel qui soit professionnel tout le temps. Alors là, le carnet d'adresses et le réseautage, mais c'est très important. Si un investisseur ne vous ramène ni networking, ni experience, ni pas d'expertise, vous êtes dans le monde des télécoms, si quelqu'un ne peut pas vous ramener un compte chez Orange ou chez Algeria Telecom ou chez, je ne sais pas moi, Zain ou Saudi Telecom ou British Telecom ou BT, si vous êtes dans les télécoms ou dans les grandes entreprises, vous visez un grand groupe comme AXA, comme Amadeus dans la partie Travel Tech, je dis, vous devez challenger le business angel, qu'est-ce qu'il ramène sur la table? Et être dédié au projet, à l'équipe. Moi, je fais 1 fois par semaine un petit call sympathique, ouvert, où on parle de tout, de la pluie, de machin, de la famille, et on parle aussi de son projet, qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Et 1 fois par mois, on fait ce qu'on appelle un genre de general business update par rapport au recrutement, par rapport au sales pipeline, par rapport au challenge, les défis. Moi, j'aime bien qu'un entrepreneur vient me voir 1 fois par mois, il dit, au fait, par rapport aux défis que j'avais dans le contexte commercial ou marketing, voilà qu'est-ce que j'ai fait depuis. Et c'est ça l'idée d'avoir un bon business angel. Donc, vous allez entendre beaucoup parler de trust, confiance. Si vous n'arrivez pas à avoir une confiance dans un business angel, et si un business angel ne peut pas avoir et établir une confiance en vous en tant qu'entrepreneur, moi je dis c'est même pas la peine. Donc, c'est dans l'amitié. Vous pouvez expliquer ça dans l'amitié, surtout l'amitié un tout petit peu méditerranéenne. On est dans une confiance avec quelqu'un, et ben, on peut travailler avec un et pas avec l'autre, parce qu'il y a cet élément de confiance qui est très important. Autre chose aussi, c'est la partie fair valuation. Ne vous trompez pas de guerre. Si vous dites que mon idée vaut ça et absolument que je crois dur comme fer, que ma valo elle est à 2 millions et moi je vous vends à 10% de la valo et je veux tant. Essayez de réfléchir un tout petit peu.
qu'est-ce qu'il ramène ce business angel? Et moi, je dis, c'est le smart money. Le smart money, c'est l'expérience, l'ouverture de portes dans les comptes, l'international, etc., etc. Il faut absolument que vous gardiez ça en tête. Et puis, vraiment, voir comment, au niveau investissement, vous allez l'incentiver par rapport à mouiller sa chemise avec vous. Voilà, grosso modo, qu'est-ce que vous devez attendre d'un investisseur lambda avec qui vous allez travailler. Nous, chez Sophia Business Angel, le petit club dont je vous ai parlé, qui existe depuis 20 ans, là, il faut que je change ma slide parce que le temps passe tellement vite. Je n'ai même pas updaté cette slide. Au fait, on met tout notre portefeuille, premièrement, sur une stratégie qui s'appelle la Blue Ocean Strategy. Je suis persuadé qu'à un moment, que ce soit Audra ou Karim pourra vous en parler là-dessus. C'est une stratégie au niveau product marketing par rapport à un produit que vous avez. Le Blue Ocean, c'est l'océan bleu où vous avez créé votre propre niche où il n'y a personne, il n'y a pas de concurrence. Ça sous-entend justement cet océan bleu par rapport à une mer qui est rouge où il y a les requins, etc. et que ça devient un tout petit peu très compétitif. Ça, c'est une stratégie extraordinaire qui a été prouvée par la Silicon Valley jusqu'à nos jours. Et ça peut être aussi une idée que vous pouvez faire un workshop là-dessus, ce serait intéressant. Et la Blue Ocean Strategy, elle peut être aussi en ligne. Vous pouvez avoir accès à quelques modules là-dessus. Il y a une chose intéressante que j'ai appris chez Cisco lorsqu'ils nous ont racheté la startup qui s'appelait Airspace en 2005. On rentre chez eux, ils ont racheté depuis 25 ans, 30 ans qui sont sur le business, 265, donc aussi ce chiffre doit être updaté, 265 startups. Au fait, ils nous font rentrer dans une salle et ils nous font complètement gommer le cerveau que vous n'êtes plus chez la startup, vous êtes chez Cisco, la bienvenue. Et en fait, vous devez passer par la VSEM framework. J'ai une slide là-dessus. La VSEM, c'est au fait c'est quoi notre vision, c'est quoi notre stratégie, c'est quoi l'exécution et c'est quoi les metrics que vous devez onboarder chez Cisco. Ça aussi, c'est intéressant que chez SBA, on a ce workshop et on le donne à pas mal de startups à l'échelle mondiale et européenne. La go-to-market strategy, l'équipe, le total addressable market, la competitive landscape et la dernière phrase qui va de soi, je suis jusqu'à nos jours, je suis sidéré de voir des entrepreneurs qui viennent pitcher. Ils ont eu un réseautage extraordinaire. C'est l'opportunité vraiment de convaincre. Et à la fin, ils oublient c'est quoi le ask. Ils viennent complètement pas préparés et peut-être ils disent moi je veux $1 million ou je veux 500 000 ou je veux 250 000, mais ils n'ont pas articulé le comment, le pourquoi. À titre d'exemple, moi dans le ask, j'attends quelqu'un qui me dise je veux 250 000 euros. Sur les 250 000 euros, je vais dépenser 25% dans le R&D, 25% parce que j'ai besoin d'une équipe, le reste pour du marketing ou pour faire une acquisition de clientèle. Et par contre, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me ramène cet argent, mais en même temps, qui me ramène son réseau. Au fait, non, il n'y a pas que ça qui m'intéresse. Au fait, je suis en train de chercher quelqu'un qui comprend la travel tech ou la biotech ou machin. Donc, le mentorat, le côté mentor et investisseur dans un business angel, c'est exactement ça. Et plusieurs entrepreneurs oublient justement comment articuler leurs demandes. Donc, ça, c'est un travail de fond à faire aussi. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du framework que Cisco nous a appris, les 265 acquisitions qu'ils font. On doit absolument comprendre c'est quoi la vision. La vision, au fait, c'est l'entrepreneur qui s'est réveillé un jour et qui a dit j'ai une idée et voilà ma vision des choses. Et je dis c'est l'entrepreneur lui-même, avec les deux fondateurs ou cofondateurs, qui doit absolument driver cette vision. Et ça commence à recruter des gens. Et ben, si quelqu'un vient faire un entretien et ne connaît pas la vision et qui n'a pas pu partager cette vision et cette passion par rapport à l'entrepreneur qui a créé la boîte, je dis vous n'avez rien compris. La stratégie, attendez-vous que ça change. Il n'y a aucun souci pour qu'une stratégie, aussi au niveau go-to-market, au niveau pricing, ça change tout le temps. Et c'est tout à fait healthy, dynamique, etc. Il n'y a aucun souci. Et c'est pour ça que je vous ai mis quelques exemples. Il y a une priorité A, priorité B, priorité C. Ça change tout le temps. Il n'y a aucun souci. Par contre, l'exécution, je suis désolé. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui promettent des choses. Un commercial qui vient rentrer chez vous et vous lui dites dans 90 jours, dites-moi c'est quoi votre plan.
au niveau go-to-market, au niveau commercial, monétisation de ma technologie, de mon produit. J'ai mon produit, j'ai mon pricing. Vous êtes le commercial tout nouveau. Sur 90 jours, c'est quoi votre plan? Je vois beaucoup de lack of execution. Lorsque quelqu'un qui lui dit dans 90 jours, j'ai 5 références, je vais gagner un deal et ce deal, c'est de 50K. Le CTO qui dit la version bêta 2.5, dans la semaine prochaine, elle sera prête, etc., etc. Donc, toute l'équipe, quelle que soit la fonction, si on n'exécute pas, on ne va pas dans le bon sens, quoi. Donc, il faut absolument que vous ayez cette notion d'exécution. Et puis, les metrics, je suis désolé, si on n'a pas de metrics, hein, c'est carrément les chiffres. Donc, gardez ça en tête au niveau VSEM framework. Moi, où j'aide beaucoup les startups, où j'investis et je me mouille la chemise, c'est surtout ça, parce que j'ai fait 30 ans dans ce business-là et j'ai vraiment from scratch, hein, c'est la feuille blanche, comme on dit, hein, le dilemme de la feuille blanche. On a un produit, on a un pricing, on a tout ce qu'il faut, mais la partie commerciale, il faut absolument aller et vendre. Et ce que je fais dans mon workshop, en général, lorsque je le fais, c'est de comprendre qu'est-ce que vous vendez. Je ne suis pas en train de vous insulter intellectuellement parlant, les gars, loin de là, je respecte tout le monde, mais je suis très étonné des fois que, même par rapport à cette question, qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que c'est du soft plus hard, que du hard? Est-ce qu'il y a du service? Est-ce qu'il y a du service après-vente? Est-ce qu'il y a des contrats de maintenance? C'est ça le dilemme de beaucoup d'entrepreneurs. Donc, il faut absolument comprendre qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous allez monétiser. Et puis, question très simple, à qui vous allez le vendre? À qui vous allez le vendre? Réfléchissez. Des fois, on voit des gens tellement sûrs de leur cas qu'ils vont vendre à la petite, moyenne entreprise et c'est tout. Alors qu'ils laissent tout un pan où ils peuvent gagner beaucoup d'argent dans d'autres verticaux. Comment vous allez accéder à ce marché-là? Est-ce que c'est de la vente directe? Si c'est de la vente directe, est-ce que vous avez réfléchi comment vous allez, d'un compte à un autre, établir justement ce personnel commercial qui va vous coûter beaucoup d'argent? Ou est-ce que c'est carrément, vous avez une plateforme digitale aujourd'hui, hein, vous êtes les élus du monde de l'Internet aujourd'hui, et je dis, vous pouvez, à travers une digital plateforme du pays, on s'en fout où on est, l'essentiel c'est avoir une bonne passante, une bonne compréhension de la chose, comment vendre dans les e-commerce par exemple, et il y a beaucoup de pays, surtout en Afrique, qui n'ont pas digitalisé justement la partie e-commerce, même en France, hein, le Covid est passé par là, les petites boutiques, ils n'ont pas fait ça. Et tous ceux qui ont déjà fait la transformation digitale, et ils ont vraiment gagné beaucoup de business, même pendant le Covid. Et puis, au niveau promotion, je ne sais pas si aujourd'hui, on parle de salons. Des fois, il y a des salons présentiels et des salons à distance aujourd'hui, virtuels. Mais c'est juste les salons, comment on peut, qu'un brand peut être connu à travers le monde, mais vous avez du social networking que vous pouvez hacker. Et je n'ai pas de souci que chacun de vous est capable de faire ça. Moi, je vous donne un exemple très vite. Hein, c'était juste pour que vous compreniez la discipline. On peut parler d'une go-to-market strategy par rapport à monétiser les choses, mais je donne un exemple. Là, c'est une startup que j'ai ramenée en Europe, en Europe, Middle East, en Afrique. Ils font du software defined network, c'est carrément la virtualisation des réseaux from scratch. Et il fallait que je comprenne c'est quoi mes clients, où je peux vendre ce genre de logiciel. Et il faut être discipliné pour l'écrire, le partager avec toute l'équipe et dire, voilà ma cible, c'est là où je vais vendre et je vais choisir le premier parce que je pense que je vais aller très vite. Et au-delà de la discipline, il faut vraiment rentrer dans le détail. Dans un client lambda, est-ce qu'il y a une solution campus? Est-ce qu'il y a un bureau détaché? Est-ce qu'il y a un data center à l'intérieur? Et est-ce qu'il y a un réseau de corps? Moi, je pars télécom pour le moment, juste pour m'éclater. Mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle chose que vous faites. Il faut absolument que vous vous mettez à l'intérieur de ce client où sont les possibilités pour monétiser mon produit. Et bien sûr, mettre un tout petit peu du concret avec des noms des distributeurs ou des partenaires ou des clients. Voilà, je voulais juste montrer un tout petit peu le côté concret. Et mon CEO, le fondateur de la boîte, tous les mois, il me donne des comptes. Il me demande où on en est. Il faut absolument que je sois capable
de mettre des noms dessus, la région, la segmentation du marché. Vous êtes où par rapport à ce que vous êtes en plein démo, en plein proof of concept, ou vous êtes au début du commencement, ou il y a carrément un contrat. La partie, tout à l'heure, je vous disais le total addressable market. Ça me fait rire des fois lorsque quelqu'un me dit « j'ai un marché de 1 milliard ». Et si je prends 1% de ce marché, je fais jackpot. Je suis désolé les gars, ça ne marche pas comme ça. Il faut absolument, je vous donne juste un exemple. Plusieurs fois, on a des chiffres, mais il n'y a pas la source. Alors qu'on vit dans le monde digital aujourd'hui, il y a plein de sources sur Internet. C'est que ce soit la Fédération mondiale de l'automobile ou la Fédération mondiale de l'alimentation ou en Algérie, la Fédération algérienne de l'agriculture nous dit qu'il y a tonnes de céréales, etc., etc. Donc, il faut absolument, lorsque quelqu'un vient me parler qui va vendre 25 millions de dinars ou 50 millions de dinars l'année prochaine, il faut absolument qu'il vienne et fait un travail de fond. C'est quoi le marché, le sizing de ce marché? Ça, c'est très, très important. Ça, la partie compétition, je ne crois plus la personne qui vient, on est les seuls sur le marché. Je suis en train de vous taquiner un tout petit peu, mais je l'entends de temps en temps. On est les seuls sur le marché. Et de temps en temps, je dis, ah oui, vous êtes en train de faire de l'IoT. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant de ça, ça, ça et ça et ça? Donc, c'est un peu embarrassant comme discussion. Donc, s'il vous plaît, il faut absolument que la partie competitive landscape, vous la maîtrisez. Et ce qui est beau par rapport à faire ce travail, c'est de dire, nous, on est différents par rapport à cette feature, par rapport à cette fonction, etc., etc. C'est très important. Et le business model, bien sûr, en tant que financier, en tant que si vous avez un bon CFO, vous n'êtes même pas obligé de le recruter. Il y a beaucoup de consulting externe sur les finances. Il faut vraiment que les chiffres parlent à votre faveur. Je skip. Et la fin, je termine avec ça. Mes 10 questions. Donc, si vous vous retrouvez dans les 10 questions, avant que vous allez devant un investisseur, je pense que vous avez 90% tout compris et vous êtes prêt justement à être entendu par un investisseur. Donc, j'ai fait un résumé des 10 questions qui reviennent tout le temps. J'ai mis en français et en anglais. Quel est le produit ou service que vous proposez? Il faut absolument que vous soyez clair et limpide là-dessus. Quels sont les marchés cibles du produit et quelles sont les tendances de ces marchés? Pourquoi des clients ont besoin de ce produit? Quel problème sera résolu? Est-ce que ce produit répond à une menace ou à une opportunité? Comment l'entreprise va gagner? Quelles sont les applications ou usages ou fonctions spécifiques de ce produit? Comment le produit se positionne dans l'offre globale de l'entreprise et son modèle économique? Comment le produit s'inscrit dans les canaux de vente et le marketing de l'entreprise? Quelle est la taille du marché ciblé et le chiffre d'affaires prévisionnel? Et quels sont les risques potentiels? Thank you very much. Je m'arrête là. Merci beaucoup et j'attends les questions. Voilà, moi j'ai essayé, Karim, vraiment de partager de mes tripes. Lorsque j'investis, j'entends beaucoup de choses. Donc j'essaie de scinder et de donner une guideline et quelques tips à ce workshop et voilà, et j'attends des questions. Merci Marcel, merci beaucoup, comme d'hab. Très intéressant, très palpitant. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat, non, ou sinon si on a des questions directes. Alors, ce qui est intéressant, normalement, il y a notre ami Ahmed Haftari qui nous a rejoint, si je ne dis pas de bêtises. Ahmed, tu es avec nous? Oui, bonjour Karim. Comment vas-tu, Ahmed? Ça va? Salut tout le Merci monde. d'être avec nous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Steve Haftari, c'est le patron de Algeria Startup Fund, qui est le fonds d'investissement, le VC de l'État des startups, le nouveau VC qui a à peu près presque une année maintenant de vie et qui sont avec nous partenaires sur le challenge. Et du coup, je te présente Marcel Dritch, Enchanté. qui est un compatriote à multiples, j'allais dire à multiples couleurs, et qui est un Enchanté. membre dans le board de l'IBAN, donc
du European Business Angel Network et qui est un entrepreneur, investisseur et business angel depuis quelques années quand même et qui à chaque fois participe et partage avec nous à chaque fois qu'on fait un événement autour de la tech et de la levée de fonds. Voilà, donc je ne sais pas si on a des questions en parallèle, n'hésitez pas. J'aurais une petite question, Karim. Oui. Alors, merci Marcel pour la présentation, très très intéressante, avec un dynamisme, enthousiasme qui est transmis. Donc, j'ai une question par rapport donc, vous avez parlé de l'intelligence artificielle et de la propriété intellectuelle. Donc, j'avais mis juste un commentaire pour dire qu'en Algérie, tout ce qui est programme informatique ou plateforme n'est pas protégé par un brevet ou une propriété intellectuelle. Et je voulais savoir comment on fait ça en France ou en Europe. Est-ce que c'est brevetable? Et comment, dans ce cas-là, valoriser une entreprise ou protéger tout simplement une entreprise qui travaille avec une plateforme ou une intelligence artificielle et commercialiser, communiquer autour, etc. Donc ça, c'est, on va dire, une problématique vraiment qu'on vit avec nos porteurs de projets. Super, merci beaucoup pour la question. Je travaille beaucoup avec nos amis marocains et tunisiens. L'équivalent du fonds dont tu m'as parlé, Karim, à l'instant, le fonds du gouvernement algérien, on travaille beaucoup avec Smart Capital. Donc, Smart Capital, c'est comment dirais-je, une convention entre la Commission européenne et le gouvernement tunisien de 265 millions d'euros. Et les Tunisiens, ce qu'ils font, pour répondre à cette question, ils ont exactement le même dilemme qu'en Algérie, qu'au Maroc. Au fait, il y a des cabinets extérieurs qui sont physiquement en Tunisie ou au Maroc. L'Algérie, je ne connais pas. Donc, c'est pour ça que je répondrai par rapport à du concret, ce que je connais au Maghreb et puis le reste de l'Europe. C'est des cabinets de IP. Nous, par exemple, chez Sophia Business Angel à Nice, on travaille avec 3 ou 4. Et eux, au fait, ils vont aller dans une base de données aujourd'hui ou européenne, américaine ou asiatique pour valider une idée sur une propriété intellectuelle. Le dilemme de beaucoup de startups, des fois, ils ne sont même pas au courant que le processus d'un algorithme peut être brevetable. Je ne parle pas de l'idée, je parle du « oui, mais ça existe ». Beaucoup d'entre eux disent « mais ça existe, ça existe, ça existe, ça existe ». Je n'ai rien de nouveau à créer. Mais ils oublient des fois, juste le fait d'avoir un avis extérieur sur le comment, le pourquoi de l'algorithme, le cheminement d'une décision code de A à Z peut être brevetable. Donc, moi, en Algérie, je ne sais pas s'il y a des avocats, comme en Tunisie, je sais qu'il y a des avocats, et ils ont leur homologue cabinet international. Et ce qui vient en Europe, que ce soit la France, ou que ce soit Berlin, ou que ce soit l'Angleterre ou machin, ils tapent dans la même base de données au niveau brevetable ou pas. Et il y a une autre qui est aux US. Et bien sûr, il faut faire très attention des fois vis-à-vis de nos amis chinois. C'est très, très connu en Europe qu'en Chine en général, il y a des choses qui peuvent être copiées très vite. Et le jour où on se réveille, moi, je peux vous parler d'un cas concret que j'ai vécu chez Cisco. Donc, je ne suis pas en train de spéculer. C'est une information publique. Vous la googlez, vous la trouvez. Huawei, le beast, le géant Huawei, a commencé par du reverse engineering, du routage du code de Cisco. Et ils ont gagné leur procès, mais ils ont fermé le marché américain pour Huawei. Et en Afrique, c'est pour cela que Huawei, en Afrique, a pris presque tout le monde en sort pas surprise, mais on a trouvé même le code bêta d'un code iOS, d'un routeur d'entreprise. Ils ont mis même la frappe de la même erreur que les ingénieurs de Cisco ont fait. Donc moi, ce que je vous dis, renseignez-vous peut-être en Algérie, il y a des cabinets d'experts, comment protéger une propriété intellectuelle. Mais moi, je dis que peut-être l'essentiel, c'est d'aller vite aussi avant d'être copié. Des fois, c'est une opportunité de dire, en fait, j'ai un marché, j'y vais, sans réfléchir que l'IP, parce que des fois, le IP, ça retarde un tout petit peu. Mais rien ne vous arrête de demander un avis extérieur
parce que ça ne coûte pas très cher, de dire, bon voilà, j'ai une idée, voilà le white, en général c'est un white paper, vous écrivez sans trop rentrer dans le détail et vous demandez à un expert de le valider. Est-ce qu'en tapant dans la base de données européenne au niveau IP, on peut trouver quelque chose qu'on peut protéger ou pas? Voilà, qu'est-ce que j'ai à répondre à vous. Merci Marcel, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de la question et je pense que les participants, parce qu'ils sont debout, ils sont là depuis 10 heures du mat. Donc, Bon courage. Donc, je pense qu'on va enchaîner parce qu'ils étaient dans les rooms avec leur mentor. On va les relâcher pour repartir dans les rooms. Bon courage. Merci beaucoup, Marcel, encore une fois, pour le partage. En mode vacances, ciel bleu derrière toi, on le voit même si tu as flouté. Et je suis sûr qu'on se reverra encore avec dans plaisir, les jours à venir et on aura l'occasion de partager encore. J'attends avec impatience de venir vous voir physiquement. Inch'Allah, Inch'Allah. Pourvu que cette Covid nous permette de se déplacer plus facilement dans les mois à venir, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, à très bientôt. Bye bye. Salut, salut. Bon courage les autres. Bon courage. Ciao, ciao.